Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans cet épisode, je vous propose d'en savoir un peu plus sur un documentaire enthousiasmant intitulé « Climat, mon cerveau fait l'autruche » qui sera diffusé sur Arte samedi 12 mars à 22h40, disponible ensuite sur la plateforme arte.tv. Je reçois le réalisateur Raphaël Itier, il est plus précisément documentariste scientifique et il a déjà réalisé plusieurs très bons documentaires pour Arte, Bien nourrir son cerveau, Génération écran, Génération malade, Chauve-souris, alliés ou ennemis, pour n'en citer que quelques-uns. Bonjour Raphaël. Bonjour Anne. Bienvenue sur So Sweet Planet. Merci. Voici la présentation de ce nouveau documentaire en quelques lignes. Pourquoi, en dépit de l'imminence de la catastrophe climatique, ne parvenons-nous pas à changer nos modes de vie ? Y a-t-il une explication scientifique à cette inertie ? Réponse dans cette riche enquête qui révèle les surprenants réflexes du cerveau humain. J'ai trouvé ce documentaire enthousiasmant par sa forme et son ton déjà. Et c'est une des choses que j'ai déjà appréciées dans d'autres de vos documentaires, c'est cette forme un peu ludique, avec des animations, de l'humour, qui ont l'air de ne pas trop se prendre au sérieux, alors que les sujets sont très très sérieux, et qui nous aident à accrocher sur des sujets qui sont sérieux et qui pourraient être un peu rébarbatifs. Et puis, j'ai apprécié le ton, qui n'est pas culpabilisant ni déprimant, mais plutôt bienveillant. Ça fait du bien au milieu de toutes ces tensions que nous vivons les unes après les autres. Et enfin, je l'ai trouvé captivant parce que les études et expériences qui sont réalisées sont vraiment étonnantes et nous aident à répondre en même temps à d'autres questions que l'on peut se poser actuellement. Je pense notamment à qu'est-ce qui amène les gens à se radicaliser dans différents domaines ou comment les réseaux sociaux influence et trompe notre cerveau. Et puis, par rapport aux questions posées pour le documentaire, donc pourquoi, en dépit de l'imminence de la catastrophe climatique, ne parvenons-nous pas à changer nos modes de vie ? Y a-t-il une explication scientifique à cette inertie ? C'est une question que personnellement, je me pose depuis assez longtemps et que je ne suis pas la seule, bien sûr, à me poser. J'avais d'ailleurs lu avec beaucoup d'intérêt le livre de George Marshall, Le syndrome de l'autruche, que j'avais trouvé fascinant. Je vous demanderai d'ailleurs s'il y a un petit lien dans les titres. Et en premier, je vais vous demander comment est né ce documentaire avec le choix de cet angle. Alors le choix de l'angle, l'idée du documentaire vient de Olivier de Schutter et Nicolas Fed. Parce que le fait est que je suis le réalisateur du documentaire, mais je ne suis pas à l'origine de l'idée. Voilà. C'est donc Nicolas et Olivier qui avaient discuté avec Sylvie Deleuil, qui est une autre réalisatrice, qui avait commencé à mettre en forme un petit peu cette idée, qui n'était pas étrangère d'ailleurs au livre que vous venez de citer, Le syndrome de l'autruche. Et donc le projet a été proposé à Arte, et comme il s'agissait de sciences, de psychologie expérimentale, il a été décidé de faire le film ensemble, parce que moi j'avais l'expérience scientifique à Arte, et un passif en sciences pour aborder ces questions parfois un petit peu compliquées, et en essayant de les rendre, comme vous le disiez, un petit peu ludiques, accessibles, et en faire quelque chose d'à la fois digeste, et en essayant d'être un petit peu rigolo sur une thématique qui est quand même susceptible d'être un petit peu angoissante. Donc voilà, donc on a fait équipe à 4 sur ce film, et c'est Arte et Film à la patte, la boîte de production, qui nous a réunis sur ce projet en plein confinement à l'époque. Oui, ce qui fait que vous avez travaillé un peu différemment et à distance les uns avec les autres. Absolument. Alors, vous partez donc du constat que malgré les incendies, canicules, inondations et autres catastrophes liées au réchauffement climatique, malgré les rapports du GIEC de plus en plus alarmants, nous changeons peu nos modes de vie pour diminuer les causes de ce réchauffement, et les décideurs qui pourraient être à l'origine de changements à plus grande échelle ne bougent pas beaucoup non plus. Andreas Capes, psychologue en sciences cognitives, dit dans le documentaire « Notre cerveau s'intéresse aux informations qui confirment sa vision du monde, pas aux informations qui la contredisent ».
Et on voit des expériences qui nous permettent de décrypter un peu comment notre cerveau se comporte et donc comment nous nous comportons, parfois à notre insu. C'est ce qui est assez amusant dans ce documentaire et déroutant aussi dans les expériences que vous nous montrez. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment il peut affirmer ça, c'est-à-dire que notre cerveau s'intéresse aux informations qui confirment sa vision du monde et pas aux informations qui la contredisent? Je cite, l'analyse en imagerie cérébrale montre que notre cerveau ne prend même pas la peine de traiter les informations qui contredisent notre vision du monde. Il ne les évalue pas. Difficile de changer d'avis dans ces conditions. Ce que je trouve intéressant, c'est que l'on sait maintenant l'influence des bulles de filtre, avec notamment les algorithmes qui influencent notre vision du monde. Mais là, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, il s'agit de notre cerveau lui-même qui, si j'ai bien compris, fait son petit tri dans les informations qui lui arrivent. Absolument. C'est-à-dire que ces bulles de filtre que vous mentionniez ne sont qu'un amplificateur d'un mode de fonctionnement naturel du cerveau qui a été mis en évidence par toute une série d'expériences psychologiques et notamment qui ont été vulgarisées dans un bouquin qui s'appelle Système 1, Système 2 de Kahneman, qui a eu un prix Nobel d'économie pour ça, qui décrypte en fait tous les biais cognitifs avec lesquels nous fonctionnons à l'intérieur du cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau fabrique une représentation du monde qui n'est pas forcément fidèle et qui est remplie de biais, de manières de traiter l'information, et dont une qui est celle du biais de confirmation. C'est-à-dire que si on vous donne une information qui va à l'encontre de ce que vous croyez, spontanément, si vous n'enclenchez pas ce qu'on appelle le système 2, qui est un peu moins feignant que le système 1, vous ne traitez pas cette information parce qu'elle vient buter contre quelque chose, elle vient buter contre la manière dont vous vous représentez les choses. Et donc, du coup, quand vous faites de l'imagerie cérébrale au moment de l'exposition à cette information qui vient contredire vos convictions, vous vous rendez compte qu'en fait, le cerveau ne la prend pas en compte. Oui, c'est drôle parce que moi, ce qui m'a beaucoup amusé avec toutes ces expériences, c'est qu'en fait, même si on pense être assez ouvert, savoir déjouer un petit peu tous ces mécanismes, en fait, on se rend compte que finalement, on fonce quand même la tête la première dans la plupart de tous ces biais. Et c'est assez intéressant parce que ça aide quand même si par moment on se demande si on a quand même du libre arbitre par rapport à ce que notre cerveau décide de faire. On se dit que peut-être ça aide à déjouer quand même des mécanismes, d'en prendre conscience et de le voir aussi clairement, expliqué. Alors il y a aussi dans les intervenants, la sociologue Dominique Méda, dont, j'admire beaucoup le travail en général, et qui parle de notre confiance illimitée dans les progrès technologiques, en disant que c'est aussi une façon pour notre cerveau de faire l'autruche. Alors oui, et là elle se positionne sur un niveau plus social que psychologique. C'est-à-dire qu'elle va parler de cadre cognitif, c'est-à-dire que nous avons l'habitude de penser que la technologie va apporter une réponse et a apporté, c'est vrai, des réponses à bien des problèmes. Et donc le réflexe par rapport aux problèmes climatiques qui se présentent, c'est de se dire, pour ce problème comme les autres, on va bien trouver une solution. Et donc, du coup, au lieu de changer ses propres comportements pour atténuer la difficulté, on se repose sur la perspective qu'une solution technique viendra faire le travail à notre place. Alors, c'est pas exclu, mais enfin, c'est pas garanti non plus. Donc, du coup, c'est un petit peu un pari et on est dans une espèce de confort excessif par rapport à ça, qui est un héritage culturel depuis le positivisme, le siècle des Lumières et la science triomphante. Est-ce que là, elle sera capable de répondre aux problèmes? C'est pas certain. Oui, c'est ça. Donc ça nous encourage aussi à ne pas être trop paresseux, par rapport à cette belle idée de science triomphante qui s'occupera de régler tous les problèmes, sans que nous remettions en question et que nous remettions en question nos modes de vie et vous en parlez, pas mal après, on va en reparler aussi par rapport à l'alimentation notamment. Alors dans les expériences qui m'ont marquée, il y a aussi celle sur la diffusion de la responsabilité. J'étais un petit peu atterrée. Donc on l'appelle aussi, je crois que c'est la même expérience, qu'on appelle aussi l'effet spectateur, où en fait, Absolument. plus nous sommes nombreux à pouvoir intervenir en cas de danger, plus nous nous sentons autorisés à ne rien faire, en rejetant la responsabilité sur les autres. C'est fascinant cette expérience. Oui, c'est un petit peu contre-intuitif, c'est-à-dire que dans une situation par exemple, d'agression dans la rue, on aura
statistiquement, les gens réagissent plus s'ils sont seuls à y assister que si plusieurs personnes sont devant la scène, avec cette interprétation sous-jacente que les autres vont pouvoir intervenir. Donc moi, je m'autorise à ne pas le faire. Et puis, il y a aussi d'autres éléments d'interprétation qui sont si les autres n'interviennent pas, peut-être que ça veut dire que j'ai pas bien interprété la situation, donc je n'ai pas à intervenir. Donc il y a un effet de dilution, de diffusion de ce qui est la responsabilité quand on est plusieurs à assister à une situation qui nécessiterait une intervention. Et les chercheurs en psychologie expérimentale commencent à mettre en évidence que ce rapport à l'urgence pourrait jouer un rôle dans notre inertie face au réchauffement climatique. Ah oui. Et là, d'ailleurs, ce que j'ai trouvé drôle parce que souvent on voit qu'ils sont habitués à travailler sur tout ça et donc ils déjouent, toutes nos interprétations. Parce que là, on pourrait se dire, ce qu'on a déjà vu dans les nouvelles, dans les mauvaises nouvelles, quelquefois quelqu'un qui a été agressé dans une rame de métro ou quoi, et que personne n'est intervenu et on se demande toujours mais dans ces cas-là, on peut se dire: «Mais les gens peuvent avoir peur parce que, si les personnes sont armées, les agresseurs et tout ça». Mais ce qui est intéressant dans l'expérience, c'est qu'ensuite ils ont transposé l'expérience dans un espace vert et là, ils ont demandé à quelqu'un de jeter des détritus et en fait, on voit que ça reproduit le même phénomène. Absolument. Et c'est vrai aussi parce qu'en fait, l'expérience de départ n'incluait pas le fait d'être mis en danger non plus. C'est-à-dire que c'est une Oui, expérience en laboratoire qui consistait à venir en aide à quelqu'un qui faisait un malaise. Il n'y avait pas d'agression. voilà. Donc Oui, c'est effectivement, ça. l'exemple de l'agression est un peu Oui, confusant dans la mesure où il y a effectivement la dimension de la du peur, danger c'est quelque chose du danger évidemment, mais dans d'intervenir. les dispositifs qu'ils avaient mis en place dès les années 60, parce que ça remonte à 60, je vais vous dire une ânerie sur la date exacte, 70 je crois, ou 71, ils avaient mis en place des protocoles qui permettaient d'évaluer ça en s'affranchissant de la question de la peur. Mais le point de départ était ce qu'on appelle un fait divers où une agression n'avait donné lieu à aucune intervention de la part des gens qui avaient assisté à la scène. Et voilà, il semblerait que cette propension à ne pas vraiment réagir quand il faudrait le faire puisse s'appliquer sur les questions environnementales également. Oui, parce qu'avec le détritus, donc qu'est-ce qui se passe? Ah, Il demande à quelqu'un de jeter une bouteille vide. l'idée, c'est qu'ils ont testé pendant un été dans des parcs la probabilité qu'un détritus jeté par une personne complice Oui, de l'expérience soit ramassé par des gens qui se promènent alentour ou qui sont assis et ils ont réussi à corréler la probabilité que quelqu'un se lève pour le remettre dans une poubelle au nombre de personnes qui étaient présentes. Là encore, plus il y a de gens qui assistent à la scène, moins il y a de personnes qui interviennent pour ramasser ce qui a été jeté de façon un peu cavalière. oui, en pensant toujours donc que d'autres vont le faire, en fait. Mmh. Ou que c'est pas sa propre responsabilité de le faire. Mmh. Oui. Et en fait, ça m'a amené une question, qui est personnelle là, par rapport à cette expérience, justement, une fois qu'elle a été transposée dans un espace vert. Est-ce que vous pensez que la même expérience réalisée dans différents pays donnerait les mêmes résultats? Probablement pas, mais pas forcément à cause de l'échelle alors à l'échelle du pays, en fait, il y a plein de paramètres qui peuvent Oui. intervenir. Heu, Parce qu'en fait, par rapport à l'histoire du détritus, on dit toujours, par exemple, que, bon, je suis pas allée vérifier, mais on entend toujours que dans les pays nordiques, les gens ont beaucoup plus de savoir-vivre par rapport à l'environnement, qu'il y a une éducation qui est plus, que c'est plus concluant, que les gens sont plus responsables et tout ça. Et je me demandais, par exemple, sur l'histoire du détritus là, si on faisait, l'expérience à plusieurs endroits du monde, est-ce que c'est vraiment l'être humain qui réagit, globalement de cette façon-là? Ou est-ce qu'il n'y a pas quand même des problèmes d'éducation à toutes ces questions de responsabilité par rapport à l'environnement qui fait que dans certains pays, on s'en fiche un peu et dans d'autres, on sera peut-être un peu plus actif? alors le seul moyen de savoir, c'est évidemment de le faire, mais ce que Oui, j'entrevois, c'est qu'il est difficile de savoir si dans ces pays-là, il y aurait moins de gens qui jetteraient des détritus. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que l'ambiance est plus propre parce qu'il y a moins de gens qui en jettent. Et oui, est-ce que pour autant les gens interviendraient plus facilement pour ramasser ce qui est tombé au sol? on ne Clairement, sait pas. c'est des choses qu'il faut tester pour pouvoir répondre à la question.
Je serais bien curieuse de savoir. C'est une bonne question. Et, C'est une bonne idée de situation expérimentale. et comment avez-vous réussi à trouver et rassembler toutes ces expériences, à trouver toutes celles qui peuvent apporter des éléments de réponse, parce qu'elles n'ont pas été réalisées au départ pour expliquer notre inertie face au climat. Et c'est quand même tout un travail d'aller rechercher toutes les expériences qui peuvent être réunies pour expliquer notre syndrome de l'autruche. Alors c'est beaucoup de discussions avec les scientifiques qui travaillent sur le domaine. C'est-à-dire que les gens qui s'intéressent au réchauffement climatique euh, dans sa dimension psychologique avaient eux-mêmes déjà créé des liens avec des Ah oui, expériences qui avaient été réalisées. Certaines expériences ont été réalisées dans la perspective de la question environnementale et climatique. Et moi, de mon côté, comme j'avais lu ce bouquin Système 1, Système 2, j'avais déjà une bonne lecture des différents biais cognitifs qui pouvaient intervenir, et ça m'a permis d'amorcer des discussions pour soulever ces points-là avec les scientifiques qui étaient impliqués sur des questions oui, environnementales, et retrouver, ou ne pas retrouver parfois d'ailleurs, ces mêmes éléments. d'accord. Alors, quand il est dit au début du documentaire, notre propre cerveau refuse de voir la réalité en face, on peut penser que c'est physiologique, en fait, le problème, notre refus de regarder le réchauffement climatique en face. Et la question que je me pose et que je pose assez régulièrement dans Sauce Suite Planète, parce que j'essaie de comprendre, la question que je me pose, c'est que, bon, il y a certainement une part physiologique, mais par rapport aux 150 personnes qui ont travaillé sur la Convention citoyenne pour le climat, des citoyens donc qui au départ ne se sentaient pas particulièrement concernés par le sujet. Certains n'étaient même pas du tout convaincus de la réalité du réchauffement climatique. Or, après que différents experts leur aient exposé clairement les données, la plupart d'entre eux ont fait un grand pas dans leur compréhension, mais aussi dans leur engagement. Certains sont même devenus très militants. Donc, avec cette méthode, c'est-à-dire avec de l'information claire venant d'experts, leur cerveau a bien accepté de voir la réalité en face. Donc, ça peut laisser penser qu'on a une marge de manœuvre quand même. Il y en a une évidemment. En Oui, fait, tout ce dont on parle à propos des biais cognitifs, c'est le système 1. C'est en fait de prime abord, le cerveau va gérer les informations d'une certaine façon. Mais si vous investissez un peu d'énergie, un peu de temps, vous allez recruter un deuxième système qui lui est beaucoup plus analytique et qui a une plus grande capacité à peser les choses, et donc à produire une opinion beaucoup plus éclairée et un point de vue qui est beaucoup plus échafaudé, avec plus d'arguments. La difficulté, c'est au jour le jour, en permanence, c'est d'enclencher ce deuxième système qui est plus lent, et donc qui n'est pas toujours opérationnel, mais qui est un petit peu plus profond. Donc, il ne s'agit pas de dire que le cerveau, nous sommes condamnés à ne pas croire ou à ne pas réagir au oui, réchauffement climatique. C'est-à-dire que notre environnement nous permet, au fur et à mesure, chaque jour, quand même de réceptionner des arguments et d'évoluer dans oui, dans le crédit que l'on porte à ce phénomène-là. Moi-même, j'imagine que j'ai été victime de ce biais-là. Je veux dire, même en tant que scientifique, j'ai quand même tardé avant de considérer le réchauffement climatique comme une menace sérieuse. Et ça m'a pris plus de temps que ça n'aurait dû au regard de ma formation. J'avais les résultats, je les suivais du fait de ma profession, et pour autant, j'étais là, oui, mais bon, voilà. Et maintenant, j'ai fini par apprivoiser l'idée. oui. Et la manière de changer la vie, en fait, c'est ça, c'est apprivoiser l'idée, passer du temps avec, et finir par être convaincu que l'évidence s'impose. Et oui. Et on entend dans le commentaire du documentaire, l'impact de nos actions sur les émissions de CO2 est minime par rapport à celui des décisions politiques. Il faut donc aussi regarder du côté des décideurs et de leurs propres biais cognitifs liés à leur fonction et à leur statut social. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que vous pouvez en dire des expériences que vous avez vues sur le sujet et Alors, justement par rapport à nos politiques là, qui ne bougent pas beaucoup? d'abord une information factuelle. On considère que 25% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à des choix individuels. C'est-à-dire que choisir de manger de la viande, choisir de prendre ou pas la voiture, Oui, Vous avez une marge
dans votre vie quotidienne qui relève de 25% des émissions de gaz à effet de serre, les 75% restants étant la manière dont la société est organisée et sur laquelle vous, au niveau individuel, vous ne pouvez rien. En revanche, ces 75%, c'est la marge de manœuvre des politiques et des décideurs. Voilà, ça fait beaucoup quand même. Et le problème des politiques, c'est que eux, au biais cognitif classique auquel ils sont confrontés, va s'ajouter des intérêts personnels divergents. C'est-à-dire que les élections étant sur 5 ans, les propositions à faire n'étant pas des bonnes nouvelles, c'est très compliqué pour eux d'aller à l'encontre de ça. Donc il y a des biais qui viennent s'ajouter à leurs propres biais. Par ailleurs, il se trouve qu'en termes de formation, la plupart des décideurs ne sont pas, je dirais, ni des physiciens, ni des climatologues, et donc du coup, culturellement, ce ne sont pas des choses dans lesquelles ils ont baigné, et donc du coup, ils vont recevoir ces arguments-là avec beaucoup plus de distance que des arguments qui concerneraient leur domaine de compétences intrinsèques. Donc du coup, il est très important que les gens qui sont aux manettes aient une formation sur ces questions-là pour que le problème devienne crédible aussi à leurs yeux le plus tôt, le plus vite possible. Oui. Alors, vous présentez une expérience qui montre les aires cérébrales qui sont activées en fonction d'un gain ou d'une acquisition matérielle et on arrive justement aux effets de comparaison sociale. Quel est le lien avec notre façon de percevoir dans cette expérience et le réchauffement climatique? Il est directement lié à la consommation. C'est-à-dire que nos habitudes de consommation ne sont pas majoritairement dictées par un besoin, mais par une envie. Et cette envie-là, elle est dictée, entre autres, par la comparaison avec les autres. Avoir au moins autant, voire plus que les autres, est une source de plaisir identifiée à l'intérieur du cerveau. Ah oui, l'expérience est exceptionnelle, hein. Donc, du coup, dans cette situation où tout le monde a accès à la vie des autres, parce qu'on est avec les réseaux sociaux, avec la télé, Oui, c'est ça. on est dans une espèce de comparaison intensifiée, il paraît difficile de ne pas sombrer à cette envie d'avoir autant, et même plus que les autres. Et donc, du coup, il y a un effet d'entraînement qui va à l'encontre de la réduction de la consommation qu'on pourrait attendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Puisque la consommation des choses de tous les jours sont quand même un facteur lourd dans la balance. Oui. D'autant plus que la publicité stimule Absolument. C'est la stratégie de la publicité. Voilà, donc c'est là où on voit qu'il y a quand même tout un système et que c'est profond, quoi, hein, pour changer de mode de vie. Alors, on voit aussi une expérience avec des participants auxquels on demande de se composer une assiette, comme s'ils étaient dans un self ou une cantine. Ils doivent donc choisir et se servir et c'est assez révélateur, là aussi, de où nous en sommes et du chemin qu'il reste à faire en termes de prise de conscience, d'information et d'éducation, pour faire évoluer les habitudes, alimentaires. Est-ce que cette expérience, elle a été réalisée pour le documentaire ou c'est aussi une expérience qui était, qui existe? C'est une expérience qui a été publiée. Et les résultats dont on parle concernent une expérience qui, je crois, a été réalisée en 2019. Et je mentionne la date parce que probablement on ferait aujourd'hui cette expérience. Oui. La proportion de gens qui continuent à prendre de la viande tout en croyant faire composer un repas entre guillemets écologique commencerait à se réduire parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'informations depuis. Oui. Mais le fait est que c'était assez surprenant de voir à quel point quelque chose qui est crucial dans le bilan carbone, à savoir la consommation de viande et de viande rouge en particulier, n'était pas perçu comme un élément important pour la facture finale. Oui, c'est ça. Donc là, on voit le lien entre le réchauffement climatique et l'alimentation et on voit que les gens ont peine à faire le lien, quoi. On commence à avoir de plus en plus d'informations, le message est martelé, mais là aussi, il y a des résistances parce qu'évidemment, ça met en jeu des intérêts financiers, donc c'est compliqué. Des intérêts financiers, puis des habitudes, des traditions. Oui, ça aussi, voilà. c'est quelque chose d'extrêmement difficile à remettre en cause. Et puis des idées qui ont été aussi martelées, comme quoi il fallait manger beaucoup de viande rouge pour la santé. On sait aujourd'hui que c'est pas si évident que ça et que non, il n'y a pas forcément besoin, on peut équilibrer autrement les repas pour apporter au corps humain tout ce dont il a besoin. Mais vraiment l'expérience est drôle de voir à chaque assiette et y compris avec des personnes avec une sensibilité plus écologique. Et donc je vais pas tout dévoiler, mais là on voit qu'en fait il y a des choses qui ont été inculquées qui sont bien retenues
dans leurs choix, notamment par rapport aux longues distances que peuvent, parcourir les aliments qu'ils vont mettre, dans leur assiette. Mais voilà, c'est pas il y a encore pas mal à faire, hein. Ça met en lumière donc les choix des consommateurs qui ne sont pas encore, très éclairés et on peut aussi poser le sujet de ce qui est proposé, ces choix qui sont faits par ceux qui gèrent la restauration collective. Oui, mais en fait, les gens qui gèrent la restauration collective vont proposer en fonction de la demande aussi. Donc c'est quelque chose qui est un Oui, peu en circuit, en circuit fermé. Après, ça peut être une décision collective, enfin, pardon, politique, dans le sens où ce que l'on propose, il faudrait le proposer en fonction de l'impact oui. carbone que peuvent avoir les repas qu'on Oui, ou introduire progressivement, comme on le voit dans certaines écoles ou dans certaines cantines, un menu végétarien, par exemple, qui est possible, qui n'est pas imposé, mais que les gens peuvent choisir une fois par semaine ou, il y a des À ce niveau-là, il y a des astuces. Moi, j'ai discuté avec Lorraine Whitemarsh, qui est un des personnages du film, oui, qui on la travaille en voit, oui. Grande-Bretagne. Et eux, ils font des études justement sur le self de l'université pour voir, pour inciter à manger moins de viande. La viande est toujours au menu au self, Mmh. mais en revanche, elle est placée un petit peu plus bas, en bas à gauche, au lieu d'être mise en avant. Et ça, Oui. quand ils font les tests, on voit que ça a une incidence sur le choix des gens. Donc on peut continuer à proposer Mmh. l'ensemble de toute la largeur du Oui, choix, tout en favorisant oui. les choix. On va en reparler. Quelle est l'expérience, qui vous a le plus étonné? Probablement l'imagerie cérébrale sur le biais de confirmation, c'est-à-dire le fait que le cerveau, quand on regarde son activité, ne prenne pas en compte une information qui vient en contradiction avec ses propres Oui, convictions. oui, il l'ignore, il balaye, Ouais, je me serais attendu à ce que la représentation soit là, mais que non. Et en fait, c'est très en amont. C'est le réflexe, c'est de ne pas la considérer. Alors c'est pas, il ne la considère pas du tout parce que l'information arrive jusque là, mais j'étais assez étonné de ce résultat-là. Ouais, ouais. et donc pour, continuer sur, ce que vous veniez de dire, moi j'ai beaucoup aimé le concept de nudge, littéralement coup de coude, un ensemble de techniques visant à influencer les comportements sans contraindre. Donc une sorte de méthode idéale, celle dont tout le monde rêve en fait, j'imagine, hein, au niveau des politiques et des responsables de grandes entreprises ou à tous les niveaux, pour changer les façons de consommer, de se comporter. Alors on va pas tout raconter, mais est-ce que vous pouvez nous en dire quand même quelques mots, de ce concept de nudge et peut-être quelques mots du petit module, dans la douche là? Alors l'idée du nudge, c'est de donner un petit coup de pouce à une manière d'envisager les choses et de faire un choix. Pour revenir à l'historique de ça, un grand classique, c'est celui Mmh. qu'il y a dans les urinoirs. C'est-à-dire qu'il y a les fabricants d'urinoirs qui ont mis une petite mouche au milieu pour inviter ces messieurs à faire ça bien et bien au milieu pour éviter d'en mettre partout. Et en fait, ils ont fait des études. Le fait d'avoir une petite mouche imprimée fait que il y a beaucoup moins de dégâts collatéraux. Et donc le D'accord. nettoyage prend moins de temps et tout ça. Donc du coup, c'est juste injecter un détail qui va orienter la manière de faire, le comportement dans la direction qui est considérée comme souhaitable. Alors c'est Oui. intéressant parce qu'il n'y a pas de contrainte, mais après ce ne sont pas non plus des effets massifs. C'est-à-dire que Ah oui. ça fait bouger le curseur légèrement, donc ça participe d'une direction à prendre, mais c'est pas ça qui révolutionne par exemple nos modes de consommation. On peut espérer les faire bouger de quelques pourcents, mais c'est pas ça qui va révolutionner et qui va aller dans les proportions dont on a besoin pour le réchauffement climatique. Oui, c'est sûr. Mais l'expérience, sous la douche, moi je trouve ça vraiment intéressant parce que ça éveille la conscience quand même d'avoir, le petit tour sur la banquise là, de voir fondre la banquise. On peut imaginer que quand même ça force à réfléchir d'une façon ludique et qui après si il y avait des petits, stimuli comme ça un peu plus, ça peut-être ça engendrerait, une prise de conscience plus globale dans la population? Mmh.
C'est même un peu plus que la réflexion, puisque ça crée de l'empathie, qui est un moteur et un levier qui est toujours plus peut-être encore plus efficace que la réflexion elle-même. En l'occurrence, il s'agit effectivement d'un dispositif que des scientifiques ont mis dans les douches d'un quartier résidentiel, où la consommation d'eau chaude sous la douche est associée à une image d'ours sur une banquise, dont la banquise se réduit au fur et à mesure que la consommation est importante, et donc l'ours peut se retrouver sans banquise. Et donc du coup, il y a un petit côté ludique qui amuse beaucoup les enfants. Et quand ils ont regardé l'incidence que pouvait avoir ce système-là, ils arrivaient à réduire de 10% la consommation d'eau chaude dans les foyers par cette petite incitation qui consiste à assister à la fonte de la banquise liée à la consommation d'eau chaude. Voilà, donc ça, c'est pour le concept de nudge, que je trouve vraiment intéressant. Et j'ai lu que ce documentaire qui convoque donc une dizaine de chercheurs de disciplines variées, des neurosciences à la philosophie, en passant par la psychologie et la sociologie, a été réalisé sans qu'aucun membre de l'équipe ne prenne l'avion. Alors c'était un vrai souhait de réalisation, c'était juste dû au Covid, Alors, vous avez bien deviné. Non, c'était un vrai souhait de départ. C'est-à-dire qu'avec Sylvie Deleuil, c'est quelque chose qu'on avait évoqué. C'est pas, et moi, au début, j'ai dit là, ça va être difficile et tout. Enfin, on va essayer. Donc, on a favorisé les scientifiques qui étaient dans les pays limitrophes. Et Oui, le Covid est arrivé. Et donc, du coup, le seul tournage qui a lieu aux USA, normalement, moi, je me déplace pour les tournages pour pouvoir oui, gérer tout ça. Et donc là, oui. on a fait ça. J'ai fait ça à distance depuis mon salon avec un Mmh. caméraman avec qui j'avais déjà travaillé, et ça D'accord. se passait très très bien. Et du coup, pour ce film, on n'a pris aucun avion. Et je dois avouer que c'est moi la première fois que ça arrive. Donc du coup, c'est une bonne chose. Ça veut dire que c'est possible, et que c'est bien pour un sujet comme celui-ci Sur l'environnement, oui. d'alléger Oui, parce que la réalité. les productions ont été pas mal les productions audiovisuelles ont été pas mal, pointées du doigt ces dernières années par rapport au manque total de prise de conscience, et en tournage cinéma aussi. Et j'ai lu ces derniers mois qu'il y avait eu beaucoup de choses de mises en place, qui sont, pas forcément, à l'échelle où il faudrait encore, mais en tout cas qui notent quand même que maintenant il y a des prises de conscience, il y a des choses, qui sont pensés en amont pour, moins gaspiller, pour les bilans carbone des équipes, pour, tout ça? Bah, comme dans toutes les professions, et puis comme tous les, je dirais comme tous les êtres humains, c'est la contrainte qui a créé la solution. C'est-à-dire que tant que ça n'est un souhait, il y a une espèce de difficulté à mettre en place des dispositifs auxquels on ne croit pas vraiment, parce qu'on voit bien Ouais, que ça va réduire la qualité du travail, ce qui est vrai, hein. C'est-à-dire que c'est pas la même chose de faire un film à distance que d'être sur place. Après, voilà, donc c'est un équilibre à trouver. Là, en l'occurrence, si vous vouliez faire un film pendant le Covid, même à distance, c'était pas facile parce qu'il fallait que les équipes locales puissent elles-mêmes bouger. Mais là, il n'y avait pas le choix, et donc du coup, ça crée des solutions. Voilà. voilà. Pour vous, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé quelque chose, ce documentaire, dans tout ce que vous avez appris, les gens que vous avez rencontrés? Est-ce que vous étiez déjà quand même un peu sensibilisés, même si l'idée au départ n'était pas de vous, mais d'Olivier De Schutter et Nicolas Seyd, c'est Mhm. ça? Voilà, Olivier De Schutter qui est, engagé sur ces sujets depuis très longtemps. Moi que je suis depuis très longtemps sur les réseaux sociaux et que je suis allée quelquefois, voir, intervenir, et qui a travaillé beaucoup il était rapporteur pour l'ONU, je crois, hein, Mhm, sur les absolument. sujets d'agriculture, d'alimentation. Donc c'est un vrai sujet de fond pour lui. Donc est-ce que ça vous a qui est peut-être un peu plus nouvellement arrivé,
sur tout ça? Est-ce que ça vous a impacté d'une façon ou d'une autre, en dehors du tournage qui a dû se passer, un peu différemment? Non, ça m'a confirmé dans mes choix de vie. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas militant sur ces questions, donc je n'interviens pas sur ces questions. En revanche, au niveau de ma vie quotidienne, je suis d'une certaine sobriété Oui. à bien des endroits, y compris sur la nourriture, le chauffage. J'ai pas de voiture, je ne Mmh. pars pas en vacances. Enfin, il y a plein de choses auxquelles je fais attention par choix de vie, mais y compris écologique. Et le fait d'avoir fait ce documentaire m'a vraiment conforté dans ma manière de fonctionner. Et si ça a eu un impact concret, c'est que je mangeais déjà pas beaucoup de viande avant, mais là c'est encore plus rare. Et je me le dis au moment où de faire des courses et tout ça, je peux avoir des envies que je n'assouvis pas en me disant bon bah oui, maintenant je le sais quand même, donc faut Oui. qu'on lève le pied. Donc oui, ça a eu une incidence sur quelque chose qui était déjà en route chez moi. D'accord. Eh bien, j'espère que ce documentaire va avoir une incidence sur toutes celles et tous ceux qui vont le regarder. Donc, je rappelle le titre: «Climat, mon cerveau fait l'autruche», qui sera diffusé sur Arte samedi 12 mars à 22h40 et disponible ensuite sur la plateforme arte.tv en replay. Un grand merci, Raphaël Itier. Merci à vous. Vraiment bravo pour, c'est un travail qui est vraiment d'utilité publique, je crois. Donc un grand merci et puis, surtout bonne continuation. Merci, au revoir. Au revoir. Vous pouvez retrouver So Sweet Planet sur Twitter, Facebook et Instagram. Et puis, très important, si cette interview vous a plu, n'oubliez pas de noter ce podcast sur votre application de podcast et de me laisser un petit commentaire. C'est très important pour le classement de So Sweet Planet. Enfin, autre information capitale, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. So Sweet Planet est un média indépendant et autoproduit. J'ai besoin de votre soutien et je vous offre en plus pas mal de contenus exclusifs. Venez les découvrir. Je vous mets le lien vers Patreon dans le descriptif de ce podcast. À tout de suite.